Ça y est, on a eu il y a pas longtemps les nommés pour les trophées UNFP, donc les trophées qui récompensent les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1. Donc comme vous le voyez, le meilleur coach, le meilleur jeune, le meilleur gardien et le meilleur joueur. Vous allez voir, on va se servir des datas, des statistiques avancées pour se faire une idée. Et c'est vraiment le but de la vidéo, se faire une idée. Pas plus que ça, avoir un outil pour pouvoir revenir sur leur performance, en plus du coup de l'impression visuelle, qui d'ailleurs soyons honnêtes, n'est pas présente pour beaucoup de monde. Quand je dis ça, c'est que très peu de gens ont le temps de regarder plus de 3 matchs par semaine en soi, mais étrangement, tout le monde a un avis sur tous les joueurs. C'est quand même fort. Moi, c'est mon travail. Je regarde entre 7 et 11 matchs par semaine, et pourtant, j'ai pas un avis sur tous les joueurs. Je reconnais même qu'il y en a pas mal que voilà, je peux pas vraiment juger, que je connais pas assez. Après, voilà, ça rejoint un petit peu la courbe de la connaissance. En général, moins on en sait, plus on fait le connaisseur, alors que plus t'en sais, plus tu comprends à quel point c'est pas possible de tout savoir. On reparlera peut-être de ça en fin de vidéo. C'est un vrai sujet, mais ouais, je vous embête pas plus avec ça. Juste, comprenez bien qu'ici, l'idée, ça va être d'avoir voilà, une petite discussion avec vous, se servir des stats comme outil, et puis, je vous donnerai évidemment mon avis personnel en plus de ça. Bon, pour les meilleurs coachs, les nommés sont Elsner du Havre, Enrique Paris, Fonseca pour le LOSC, Hayes du côté de Lens, et pour finir, monsieur Eric Roy, le Brestois. Pour les coachs, je vais vous donner mon avis. On va pas nécessairement se servir des données statistiques, parce que pour moi, la réponse, elle est assez simple. Mais ouais, pour commencer, je vais dire que je comprends pas forcément la présence de Elsner et de Hayes. Elsner, ok, le Havre a su montrer des choses sympas dans le jeu. Il y a eu quelques beaux matchs, 3-1 contre Nice, je crois, 3-1 contre Lyon, etc. Mais bon, c'est quand même 16e de Ligue 1. Autant de points que Metz. L'équipe est littéralement collée au relégable. Sur 31 matchs, c'est 6 victoires, 11 nuls et 14 défaites. Bon, voilà, sincèrement, pas convaincu. Pour Francaise, pareil, la saison, elle est quand même en dents de scie. T'as 4 places de moins que l'année dernière, t'en as une de plus qu'il y a 3 saisons. Tu perds 2 fois contre Metz, 2 nuls contre le Havre, 1 contre Lorient. Donc voilà, personnellement, j'aurais pas été choqué de voir par exemple Karl Martinez de Toulouse, et évidemment Hutter, Adi Hutter avec Monaco. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur leur saison pour ceux que ça intéresse. Ou même Pierre Sage, voilà, même si apparemment il aurait trop peu de matchs pour être pris en compte, sinon forcément il mériterait d'y être. Pour mon avis personnel, en fait, j'aurais tendance à remettre le trophée à celui qui a le meilleur rapport entre les moyens, donc voilà, les joueurs à disposition aussi, et les résultats. Le meilleur rapport attente-résultat finalement. Donc voilà, forcément vu comme ça, tu peux jamais mettre le coach du PSG, parce que voilà, on les attend toujours premiers de Ligue 1, et parce qu'ils ont des moyens qui sont infiniment supérieurs. Mais bon, c'est pour ça qu'on va dire que je mets des conditions pour eux, du type pas plus de 3 défaites dans la saison, top qualité de jeu, beaucoup de buts, etc. En soi, cette saison, Paris n'a eu qu'une seule défaite en Ligue 1. Je sais pas comment ça va se passer pour les derniers matchs, mais ils auraient pu faire une saison des Invincibles. Sur le jeu, je suis pas pleinement convaincu, dans le sens où c'est vrai qu'on a à boire et à manger en fonction des matchs. Mais par contre, j'aime bien ce que Enrique tente, on va dire, dans le sens où euh, tu comprends, enfin que tu comprennes ou non, il va tenter beaucoup de choses différentes. Il va essayer des adaptations tactiques. Voilà, on essaye de combler ce problème de Dembélé, on le fait plus jouer intérieur, Vitinha, on le fait plus jouer en 6, etc. Enfin voilà, il y a des tentatives, on voit qu'il y a des choses qui sont essayées. Donc ouais, c'est intéressant à suivre. Après voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur le club, mais Donnarumma sauve environ 16 buts, je crois, cette saison en Ligue 1 pour Paris, selon les statistiques avancées. Mais voilà, peut-être qu'on verrait la saison différemment sans ça. Donc ouais, aujourd'hui, t'es obligé de remettre le titre à Eric Roy. Littéralement, tout y est. Le rapport entre les attentes et les résultats, le jeu, l'intensité, la capacité à créer un groupe concerné. Quand t'es supporter brestois, tu t'attends littéralement à rien. T'attends rien des saisons en Ligue 1. L'année dernière, ils sont 14e, l'année d'avant 11e, encore avant 17e, encore avant 14e. Enfin, voilà, l'Europe, t'y penses pas une seconde. Et vraiment, Eric Roy et ses hommes l'ont fait. À voir s'ils vont tenir le top 3. Mais voilà, franchement, bravo messieurs. Allez, à présent, on passe aux meilleurs jeunes. Bon, dans l'analyse statistique, on va même pas évoquer Ben Seguir.
Sa nomination, elle n'a aucun sens. Il a joué 279 minutes en Ligue 1 cette saison. Même les Monégasques étaient outrés, donc c'est dire. Voilà, on sait qu'il a du talent, évidemment, mais là, voilà, c'est ridicule, donc on passera. Alors, je commence donc avec Ryan Cherki. Le jeune Lyonnais comptabilise 1554 minutes jouées en Ligue 1. Voilà, je le rappelle une dernière fois, mais dans la vidéo, c'est les meilleurs joueurs de Ligue 1, les trophées UNFP qui sont récompensés. Donc voilà, les performances en Coupe de France ou d'Europe pour certains qui ont pu la jouer ne sont pas prises en compte. Voilà, donc il compte 17 titularisations, 13 entrées en jeu, surtout dernièrement du coup. Il est un petit peu ce remplaçant qui vient te mettre le feu en fin de match. Bah écoutez, je trouve qu'il progresse. Alors pas dans le dernier tir, toujours pas, mais dans les pertes de balles, il en a un petit peu moins. Et dans l'activité défensive aussi, je trouve qu'il y a du mieux. On le voit, il récupère plus de ballons par exemple. Donc voilà, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur lui il y a quelques temps, si ça vous intéresse pour comparer. Mais ouais, c'est quelque chose de notable. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne comprennent pas le visuel, en gros, dans mon travail, je produis ce genre de choses. Ici, Cherki va être comparé aux joueurs au même poste que lui en Ligue 1, donc aux ailiers et milieux offensifs cumulés, parce que c'est vrai qu'il a un poste hybride. Ici, élite, ça signifie top 10% à son poste, et critique pire 10%, pareil par rapport aux joueurs de Ligue 1. Pour vous donner un exemple, Cherki réussit donc plus de dribbles par 90 minutes, bien sûr. C'est rapporté au temps de jeu pour la pertinence. Un joueur qui a marqué 10 buts en 2000 minutes sera moins haut que 8 buts en 800 minutes, par exemple. Donc oui, Cherki réussit plus de dribbles par 90 minutes que 97% des ailiers plus milieux offensifs de Ligue 1 cette saison. L'idée, c'est de pouvoir voir à quel point les joueurs sont au-dessus du championnat ou non, et dans quel domaine. Et dernière chose, ici, c'est une base graphique de créateur de danger, comme vous le voyez en haut à droite. Donc c'est basé sur son profil de joueur, ce qu'on va en attendre. Tous les joueurs ne seront pas évalués sur les mêmes choses, sur les mêmes domaines. C'est logique. Et pour finir avec l'explication, occasion de but, c'est la capacité à se procurer des occasions. But hors penalty, pas besoin de vous expliquer. Dernière passe, le nombre de caviar qu'il donne, de passes qui pourraient être décisives. Après, que ce soit que le coéquipier marque ou non, ça c'est pas de sa faute. Course progressive, les courses avec ballon qui font gagner des mètres vers le but adverse. Dribble réussi, pas besoin d'en dire plus. Limiter des pertes, c'est sur le pourcentage de ballons perdus. Et puis activité défensive, les duels défensifs joués, les récupérations, etc. Adopté avec la possession, adapté avec la possession de l'équipe, parce que plus ton équipe a le ballon, moins tu as de séquences défensives. Donc voilà, comprenez bien que c'est pas mon ressenti personnel, c'est basé sur les données statistiques auxquelles j'ai accès dans mon travail, des données objectives. Pour en revenir à Cherki, voilà, en résumé, c'est fort. Il surpasse le championnat en créativité. Il perd moins de ballons. Il a une plus grande activité défensive. Je pense que ça marche super bien avec ça. Ça match bien, ils s'entendent bien. Il a compris comment le gérer, je pense. Par contre, voilà, toujours très peu efficace dans le dernier geste. Est-ce que du coup, ce sera comme pour Dembélé? Est-ce qu'on se dira ça toute sa carrière? Je ne sais pas. Je l'espère pas pour lui, mais en tout cas, il a vraiment de l'or dans les pieds, donc je lui souhaite le meilleur. Le prochain, Désiré Doué. Alors lui, c'est l'inverse. Il se procure pas nécessairement de situations de haute qualité, mais par contre, il arrive quand même à marquer. Un petit peu le contraire. Même profil que Cherki dans l'idée du créateur de danger. Mais version très complète. Comme vous le voyez, il a une grosse activité défensive aussi pour un joueur qui est à vocation offensive. Plus haut taux de perte de balles que Cherki. J'aurais pas pensé. Comme quoi, c'est bien de confronter ces clichés aux vraies données. Franchement, Désiré Doué, c'est un vrai crack du championnat. Il doit déjà être suivi par pas mal de clubs cette saison. Et voilà, personnellement, j'aime beaucoup. Il fait beaucoup de bien à Rennes dans une saison qui est quand même assez compliquée pour eux. Bon, Warren Zaïre-Emery, qui, comme vous le voyez, n'est pas évalué dans tous les mêmes domaines que les deux autres. Peut-être que si c'était le cas, il ressortirait moins bien sur certaines choses. Mais non, de lui, on n'attend pas ça. On n'attend pas la même chose qu'on attend, par exemple, d'un Pedri. On attend plutôt des efforts offensifs et défensifs, pouvoir apporter, aider un petit peu partout. Il a le profil box-to-box, profil qui d'ailleurs est assez sous-estimé en football. Souvent, quand on parle pas de joueurs très créatifs et esthétiques, ils vont être vite vus comme des marathoniens, etc. Et pas des footballeurs, alors que ça demande de très fortes capacités de connaissance du jeu pour pouvoir s'adapter aux phases de transition, pouvoir être utile dans les deux surfaces. Voilà, faut vraiment être complet. Et voilà, justement, comme on le voit ici, c'est son cas. Il a un peu plus de mal sur cette seconde partie de saison, mais il y a vraiment beaucoup de raisons d'être optimiste. Voilà, il a 18 ans, du temps devant lui, donc voilà, à suivre. Mais en tout cas, retenez bien que ce qu'on demande à ce type de joueur,
n'est pas évident, surtout si jeune. Donc voilà, il faut beaucoup de rigueur. Le dernier de la liste à présent, Lenny Yoro, le central de Lille, le défenseur central de Lille, 18 ans également. Ce qui est impressionnant en plus, c'est qu'à cet âge, c'est lui le numéro 1 dans l'équipe en fait. Les autres se battent pour la place à côté de lui. 2400 minutes de jeu, 29 matchs dont 27 titularisations en Ligue 1. Voilà, dans son profil stopper, c'est déjà très bon. Il a un peu diminué en performance depuis ma vidéo sur lui, mais ça reste impressionnant. Très peu de pertes, impérial dans les airs, fort au sol, peu de fautes. Comme vous le voyez, il va peu au duel, un peu comme des Van Dijk. Mais en tout cas, quand il y va, c'est efficace. Donc voilà, encore des petites erreurs, des cartons bêtes, mais grosse marge de progression, notamment sur des données qu'on voit pas là parce que c'est pas identifié comme son profil, mais dans la mobilité, dans le fait de remonter les ballons balle au pied, dans la qualité de passe progressive, etc. Mais voilà, il est déjà pisté par énormément de gros clubs, donc la Ligue des talents se porte bien. Pour le bilan global, alors j'ai fait un calcul assez simple pour avoir une idée. J'ai pris les visuels que je viens de vous montrer et le joueur gagnait par exemple 10 points s'il était au plus haut dans une catégorie. Et puis on descendait de 1 en 1. Donc voilà, j'ai fait la moyenne. Et c'est Warren qui obtient la meilleure note moyenne, 8,4. C'est assez drôle que tous les autres soient à 7,6. Ça montre que c'est assez homogène. Personnellement, je pense qu'en effet, Warren aura le trophée pour plusieurs raisons, même indépendamment du niveau. Il a plus d'exposition que les autres, il est international, etc. Mais au global, à part peut-être Cherki, qui s'est plus fait remarquer cette saison quand il entrait en jeu, donc comme super sub. Pour moi, que ce soit Doué, Yoro, Warren, c'est pas un vol. Voilà, ils sont tous en avance dans certains domaines pour leur âge, de toute façon. Et puis, il y aura pas de vol, à part si c'est Ben Seguir, évidemment, mais ce sera pas le cas. Passons à présent au portier. Poste très compliqué du football, très ingrat. Les nommés sont Bizot, Boulka, Chevalier, Donnarumma et Samba. Pour le coup, très bonne sélection, très cohérente. Sur ça, il n'y a pas de souci. Comme ils jouaient même poste, c'était bien plus facile de les comparer, de mettre en perspective leurs performances. On peut directement prendre les données et du coup, comme je vous l'ai dit, les mettre en perspective. Pour avoir une idée, donc j'ai pris le pourcentage de buts évités. Aujourd'hui, voilà, avec les moyens actuels, on sait combien de buts un gardien aurait dû encaisser par rapport à la qualité des frappes qu'il a reçues. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse de ce domaine-là, je vous invite à regarder cette vidéo sur le sujet que j'avais fait. En gros, Donnarumma a encaissé 44% de buts en moins que ce qu'on aurait pu prévoir, on va dire, par les frappes qu'il a reçues. Donc c'est énorme. Ensuite, le taux de passe courte réussi, moyenne, donc entre 15 et 30 mètres, et les dégagements, le taux de centre adverse intercepté, et évidemment le nombre d'erreurs nettes qui ont amené une occasion adverse, parce que c'est bien de sauver des buts, mais il faut pas non plus trop en donner à l'adversaire. Vous le voyez, ils sont 5, et quand l'un d'entre eux est premier, dans une statistique, il est en bleu clair, ensuite vert, jaune, orange et rouge. Désolé pour ceux qui distinguent mal les couleurs, j'ai pas vraiment d'autre solution. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour regarder vous-même qui est le plus, le moins, etc. J'ai adapté aussi quand il y a une égalité. À partir de ces données, j'ai fait un petit calcul où le premier dans un domaine gagnait le plus de points, le dernier le moins de points. Voilà une version, une simple répartition équitable en fonction des positions de 1 à 5. Et en appliquant la logique évidemment inverse pour les erreurs, donc celui qui en fait le plus perd le plus de points. Et au final, c'est Brice Samba qui a le plus haut total, 16 points pour le Lensois. Donc comme quoi, je pense que la majorité des gens auraient dit que c'était évident, que ça se jouait entre Donnarumma et Chevalier. Mais non, c'est bien Samba qui est le plus complet d'entre eux dans ces domaines-là qu'on a exposés. Ensuite, Bizot, Chevalier, Boulka et Donnarumma. Alors c'est vrai que sur les 6 catégories, il y en a 3 qui dépendent du jeu au pied. Donc je comprendrais si vous dites que ça désavantage trop ceux qui sont pas très performants dans le registre. Puis voilà, si vous dites aussi que les arrêts comptent beaucoup plus que le reste, ce qui peut s'entendre, du coup, en anticipant ça, j'ai refait le calcul en triplant les points des arrêts. Et Samba reste premier, sauf que c'est Donnarumma qui est deuxième au lieu de dernier, du coup. Boulka, Bizot et pour finir, Chevalier. Donc voilà, même de mon avis personnel, c'est vrai que j'aurais du mal à choisir entre eux. Pour moi, pareil, il n'y a pas vraiment de vol possible dans cette catégorie. Après, voilà, pour vous, libre à vous de reprendre les données, de faire vos petits calculs selon votre ordre d'importance. Mais voilà, en tout cas, on a été bien servi cette saison sur ce poste-là. On termine la vidéo avec les meilleurs joueurs, les visages principaux de cette saison en Ligue 1. En nominé, on a Pierre Lesmelou, le Brestois, Edon Zegrova, le Lillois,
Deux Parisiens, Mbappé et Dembélé, et puis un Marseillais, Aubameyang. Sur mon ressenti personnel, bon, j'aurais pas mis Aubameyang, je pense. Autant en Coupe d'Europe, ouais, carrément, mais en Ligue 1, il n'est pas nécessairement très au-dessus. On parle quand même des meilleurs joueurs, des visages de la saison. 14 buts à l'heure où j'enregistre, là, le 3 mai. Lacazette en a 16, David 17 et Mbappé 26. Il manque beaucoup de grosses occasions, surtout au début de la saison, ce qui avait coûté des matchs à l'OM. On en avait parlé dans cette vidéo-là, si vous voulez aller voir. Voilà, on en reparle après de Aubameyang, mais si ça avait été David ou Lacazette à sa place, j'aurais pas du tout été surpris. Alors, on commence avec Les Melou. Voilà, c'est exceptionnel, top sentinelle. Quand il est comparé aux autres milieux de Ligue 1, premier en passe interceptée, en ballon récupéré, top 10% en duel aérien gagné, top 20% en passe progressive, en pourcentage de dribble réussi, ce qui est important à son poste, la justesse technique. Bref, voilà, c'est top. Il n'a pas un taux de réussite de passe très élevé, mais c'est vrai qu'il prend pas mal de risques. Joueur extrêmement complet, qu'en plus a marqué ses 4 buts. Donc voilà, nomination plus que méritée. Kylian Mbappé, ici, il est comparé aux autres avant-centres et second attaquants, évalué dans le profil attaquant polyvalent. Donc de ce genre d'attaquant dont on attend un petit peu tout, pouvoir se déplacer sur la ligne d'attaque. Voilà, on sait qu'il a joué dans l'axe, sur les ailes, etc. Faut être complet. Sans surprise, il est très largement au-dessus de la Ligue 1. Les années passent et peu importe les coachs, les équipiers autour, il fait ses stats pour le coup. On n'est pas étonné. Pas étonné non plus d'ailleurs de sa très faible contribution défensive. Monsieur Kylian, il faudra en faire un peu plus dans ce domaine. Mais sinon il n'y a pas de débat. Il y a plus de débats pour Aubameyang, comme on le disait avant, qui est évalué sur les mêmes données que Mbappé. C'est pareil, c'est un joueur qui se déplace sur la ligne d'attaque. Il se procure beaucoup d'occasions. Par contre, sur les buts hors penalty par 90 minutes, il est dans la moyenne en Ligue 1 à son poste. Il n'est pas exceptionnel. Comme on le disait sur la finition des occasions, on le voit là, c'est difficile. Personne ne fait pire en Ligue 1. Si on prend au total, 21 grosses occasions manquées dans le championnat pour 14 buts. Mbappé, par exemple, c'est 26 buts pour 12 gros manqués. Voilà, il est quand même très intéressant dans ses dernières passes. Il a donné pas mal de caviar pour un avant-centre. Pas très dribbleur et par contre, plus de participation défensive que Kylian. Eden Zegrova, super saison. Il s'est vraiment révélé, je pense, parce qu'avant, il était un petit peu plus frustrant. Là, il a su être un peu plus tranchant et décisif. Il a embêté pas mal de défense. 5 buts et 7 grosses occasions créées par la passe cette saison. On parle pas des passes décisives, comme d'habitude, vous savez que c'est pas pertinent. J'en ai déjà parlé plein de fois. Très complet dans le rôle de créateur de danger. Vraiment très intéressant. Il nous a fait une belle impression, je pense, et ça se ressent dans les statistiques. Même chose pour Dembélé. Alors pour le coup, c'est dans l'excellence créative du championnat. On le voit, les dribbles, les courses, les caviars, mais par contre, moins dans le dernier geste, moins de contributions défensives aussi, et un taux de réussite moins élevé dans les dribbles que Zegrova. À savoir, mais si on prend toutes les compétitions, donc les coupes et l'équipe nationale en plus, je crois qu'il est dans le fort ou l'élite dans ce domaine-là, mais juste en Ligue 1, le taux de réussite est un peu moins élevé. Pour les notes moyennes, comme je l'ai fait avec les jeunes, donc basé sur les graphiques que je viens de vous montrer, c'est Les Melou qui l'emporte, le plus complet dans son rôle, Aubameyang, le maillon faible. À savoir du coup que le 8,9 de Mbappé, il est influencé par la très faible performance dans l'activité défensive. Sinon, il a littéralement 10 de moyenne vu qu'il est top dans le top partout. Donc voilà, après à vous de voir si vous vous dites du coup Mbappé est premier et on s'en fiche de ça, ou si au contraire il mériterait d'être puni entre guillemets. Mais voilà, au niveau de mon avis personnel, c'est vrai que ça donne envie de récompenser la saison de l'AS Melou. Mais si on est objectif et en accord avec le trophée, le joueur le plus au-dessus de la Ligue 1 actuellement, ça reste Kylian Mbappé. Franchement, qu'il soit bon ou pas dans le jeu, il est loin devant ses opposants dans ce championnat. Donc ouais, Mbappé, sinon laisse Melou, c'est vrai que ce serait sympa, ce serait pas volé. Voilà l'équipe, on a fait le tour des performances individuelles. L'idée, c'était surtout d'apporter un support pour alimenter le débat. En soi, chacun son avis. Personnellement, ce genre de récompense individuelle, j'y accorde assez peu de crédit, comme pour le Ballon d'Or. Il y a toujours des votes lunaires, des choix douteux. C'est pas sérieux. Il n'y a pas de critères de notation objectifs. Donc voilà. Franchement, je serais même pas surpris qu'il y ait du lobbying ou des choses comme ça. En plus, ici, les trophées UNFP, je crois que ce sont les joueurs qui votent. Donc voilà, suffit que tu sois peu apprécié par tes adversaires. Ça peut jouer contre toi. On l'avait vu la saison dernière avec Cabella. Il brille avec Lille, super saison. Il est même pas nominé, même pas dans l'équipe type.
Une grande partie des joueurs en plus reconnaissent ne pas regarder de match. Donc en soi, voilà, ils peuvent se faire leur avis sur quoi? Sur juste la confrontation directe avec le joueur. Donc 2 matchs. Le reste, c'est avec les réseaux sociaux, etc. Enfin bref. Au global, je comprends même pas que les gens se déchirent pour savoir qui mérite ou pas, sachant que c'est souvent un petit peu le cirque ces remises de prix. Personnellement, c'était vraiment surtout pour l'occasion de revenir sur la saison de certains joueurs clés du championnat. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner de la force si c'est le cas, un petit like, un abonnement et un partage si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt l'équipe.